Bien, bonjour à tous et à tous. Bienvenue donc sur l'espace de conférence du salon CPrint pour une nouvelle conférence et dernière conférence consacrée donc à la créativité et à la personnalisation, qui est un sujet qu'on suit de nombreuses années. C'est un après-midi très créatif qu'on vous propose, puisqu'à l'issue de la conférence, nous allons monter un atelier de sérigraphie là où vous êtes assis et vous pourrez sérigraphier une affiche qui ne sera tirée qu'à 200 exemplaires. Une affiche unique, donc on vous invite à rester avec nous un petit moment. En attendant, on va parler de personnalisation. Le titre de cette conférence, sortir des clichés. Alors, pourquoi les clichés? Je faisais référence avec ce titre, évidemment, aux banques d'images. On n'a rien contre les banques d'images, mais souvent, quand un imprimeur me parle de personnalisation, il me dit j'ai acheté une image sur une banque d'images et je l'ai imprimée sur un grand mur. Au début, c'était de la personnalisation. Maintenant, on sait que plus du tout, puisque la personnalisation, c'est a priori quelque chose de personnel et donc qui est dédié au client et pas tiré d'une banque d'images lambda. Les banques d'images ont une utilité pour plein de projets de communication, mais quand on veut faire de la personnalisation, on va un peu plus loin. Donc, souvent, cette personnalisation, c'était quoi? C'était un taxi jaune new-yorkais, je pense qu'on en a vu partout. C'était une jungle luxuriante, c'était une vieille femme cubaine qui fumait un cigare. Je pense qu'aussi on en a vu partout dans le monde entier. Et donc ces images, oui, ont fait le tour du monde. Elles se sont imposées dans les esprits comme un symbole d'une tendance forte, donc qui était la décoration personnalisée. Et alors que ce qui s'est passé, c'est que tout à chacun cherchait à être différent, original, unique, et c'est l'inverse qui s'est produit. À force de puiser son inspiration dans ces fameuses banques d'images, tout le monde, en fait, on a trahi la promesse. Tout a fini par se ressembler. Et on n'a pas créé d'univers singulier. Et pourtant, dans l'écosystème des industries créatives, on a certes des imprimeurs talentueux, des supports différents, mais on a surtout des créateurs avec des profils très différents. Vous en avez 5 avec nous aujourd'hui. Alors pourquoi j'ai fait cette conférence également? C'est que des imprimeurs m'ont dit Cécile, c'est bien gentil. Tu nous dis qu'on ne fait pas de la personnalisation, mais nous, on ne sait pas où les trouver, ces gens qui font des profils. Eh bien, les voilà. Et vous en avez 5. Ils existent, ils travaillent et fournissent des projets personnalisés. Ils travaillent avec des imprimeurs différents en fonction des supports. Ils connaissent les techniques et ils sont aussi à même de vous aider à développer votre activité à ce niveau-là. Donc, ce premier réflexe de recours à la banque d'images pour certains marchés est bon, mais on observe quand même que les clients finaux aussi veulent tourner la page de cette solution un peu facile et veulent se rapprocher d'artistes, de photographes, de designers. Donc c'est pour ça qu'on a envie de parler du vrai temps de la vraie personnalisation et on pense que le marché est mature aujourd'hui pour entendre ce discours. Mais il a fallu progresser au fil des ans, je l'entends bien. Donc avec nous aujourd'hui, je vais vous les présenter. Donc je pars de Sylvain Brossard, bonjour, qui est fondateur et dirigeant de l'Agence 13. Sylvain, je vous laisse en 2 mots présenter l'Agence 13. Alors l'Agence 13 fait du design mural et de la signalétique, sachant que pour moi les deux sont liés. L'idée c'est de créer un lien émotionnel ou fonctionnel entre un espace et ses utilisateurs. Alors c'est vrai dans tous les domaines, que ce soit le tertiaire, les lieux comme des hôpitaux, les cliniques, les maisons de retraite, un musée et bien plus de choses encore. Voilà. À ses côtés, vous pouvez le passer le micro. Jacques Villiers, fondateur et directeur de Cis et Compagnie. Je vous laisse aussi dire 2 mots sur la spécificité de Cis et Compagnie. Bonjour, Cis et Compagnie. Moi, j'ai créé cette société il y a plus de 10 ans maintenant. Et on est peut-être les plus vieux, non? Ou je sais pas, non. Enfin, peu importe. Ça fait simplement pour dire que ça fait longtemps qu'on fait ce métier-là, comme quoi il y a un marché. Et moi, je viens de la publicité, donc je pars toujours des contenus. Donc si on devait résumer mon métier, vous allez voir que comme nos métiers n'ont pas de nom, on a chacun des noms différents. Moi, je résumerais ça à de la communication d'intérieur. Si vous voulez faire mieux, on dirait corporate interior. Et on pourrait aussi appeler ça du design d'espace identitaire. Après, à vous de proposer d'autres noms. Et donc voilà, après, moi j'interviens essentiellement dans les entreprises. Et j'ai aussi fait des réalisations dans des habitations, dans des immeubles d'habitation qui étaient implantés sur des lieux assez particuliers. Mais enfin voilà, il n'y a pas de limite. Donc on a un spécialiste en signalétique décorative, un designer d'espace identitaire. Salomé. À mon tour, bonjour. Oui. Donc moi, je définis mon métier comme graphisme mural et installation murale, on en parlait tout à l'heure. Et en fait, le but, ça va être un peu comme on pouvait le faire à la préhistoire, quand on faisait
voilà, les peintures rupestres. En fait, on va raconter l'histoire. Généralement, moi, je suis spécialisée dans tout ce qui est entreprise, donc ça va être raconter l'histoire, les valeurs de l'entreprise. Et comme vous le disiez tout à l'heure, c'est un peu créer un lien d'action et de l'interaction parfois entre les visiteurs, les employés et du coup les personnes qui gèrent l'entreprise. Voilà. Moi, je le vois comme ça. Ok, Salomé a créé son studio qui s'appelle Studio Héloscope. Et je Tout fais à fait. un petit aparté. Elle a aussi une émission sur le design sur Twitch Oui. tous les mois. Alors pour l'instant, c'est toutes les 3 semaines. Donc voilà, c'est une cadence assez rythmée. Et le but, en fait, c'est de parler de tous les métiers du design, donc pas seulement du graphisme. On va parler de l'impression, du design de service, on va parler de l'architecture. Voilà, il va y avoir vraiment beaucoup de choses. Et le but, c'est de vulgariser ça pour que les personnes qui ne connaissent pas ces métiers puissent prendre connaissance un peu de tout ce qui se passe dans cette atmosphère particulière du design. Merci. Alexandra. Donc Alexandra a créé l'atelier unique en série. C'est avec Tout à Alexandra qu'on va faire de la sérigraphie après. Voilà. Mais elle a une autre compétence aussi. Donc moi, je suis fondatrice d'Unique en série. Unique en série, c'est un atelier de sérigraphie et de design textile. Donc c'est un studio de design textile. Et le métier aujourd'hui de designer textile est assez vaste. D'ailleurs, il a changé également. Maintenant, ça s'appelle design de surface. Donc, toutes les surfaces sont à agrémenter de dessins, de motifs. Et donc pas forcément que du textile. Pas forcément que du textile, du papier peint, de la papeterie. Ça peut être j'ai pas d'exemple, des skateboards, de la vaisselle. Voilà. Et comme les progrès de Design de l'impression, surface. l'impression peut tout imprimer aujourd'hui. Voilà, exactement. Voilà. Ça a été accompagné par la technologie. Voilà. On finit le tour de table avec Pascal. Donc Pascal arrive de Nantes. Bonjour. Pascal, on a créé la société Tandem avec mon associé il y a 30 ans. On l'a créé dans le nord de la France parce que j'ai fait les arts appliqués, Jean-Marie avait fait les arts déco. Et en fait, on a une grosse culture du textile. Et donc, c'est vrai que notre premier métier a été designer textile. Depuis 5 ans, nous sommes sur Nantes. Et là, on a travaillé cette culture du textile qui est en fait tout ce qui est motif, décoration. On le travaille maintenant aujourd'hui dans le domaine de l'architecture, dans sa globalité. Et en fait, aujourd'hui, on est designer scénographe. Voilà. Et on ne travaille que sur mesure avec des entreprises. Donc designer scénographe, designer de surface, designer mural, spécialiste en espace identitaire, designer d'espace identitaire et spécialiste en signalétique décorative. Voilà. Donc là, on a un large panel d'inspiration. Mais finalement, vous partagez, même il y a des métiers très différents dans la dénomination, mais vous partagez tous à peu près la vision peut-être que j'ai évoquée au tout début. Est-ce qu'on est arrivé à l'ère de la vraie personnalisation? Est-ce que vous sentez que vos clients aujourd'hui, est-ce qu'on vous demandait déjà des photos toutes prêtes sur un projet? À quel moment aussi est-ce que vous intervenez sur un projet? Je pense que le temps, souvent l'architecte livre son projet, tout est blanc. Et un an après, le client se dit c'est pas terrible quand même. Et là, vous intervenez et là, vous récupérez un peu, vous rattrapez un peu les pots cassés. Enfin voilà, est-ce que c'est comme ça que ça se passe encore? Parce que ça se passait beaucoup comme ça. Ou est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes plus impliqué en amont des projets? Parce que quand on fait de la signalétique décorative, on fait quand même de la signalétique. Donc c'est important sur les flux dans un bâtiment pour comprendre avoir la compréhension d'un bâtiment. Donc voilà, c'est à quel moment vous intervenez dans un projet? Est-ce que la connaissance de vos métiers a progressé et comment ça se passe aujourd'hui concrètement sur un chantier? Oui, alors je vais prendre la parole sur la signalétique, même si je ne fais pas que de la signalétique, il y a aussi la partie déco, mais on passe de l'un à l'autre assez facilement finalement. Mais par rapport à ta question, enfin votre question, Cécile, on se voit. Non, mais on peut se tutoyer, Oui, il n'y a enfin, aucun souci. En fait, les archis, ils ne sont pas très sensibilisés à la signalétique, sauf certaines grosses agences. Donc en fait, ils ne traitent pas ce sujet. Ils le traitent la dernière demi-journée avant de faire leur rendu. Et donc, généralement, dans les projets d'archi, il n'y a pas de signalétique spécifique, personnalisée, qui correspond à l'identité de l'entreprise, qui intègre tous les besoins en termes de flux, de circulation, de détails, de métier. Donc, moi, j'arrive souvent dans ce domaine-là après la bataille, quoi. C'est-à-dire, le bâtiment, il fonctionne déjà. Et pour la déco, c'est aussi après la bataille, parce que les architectes, dans ce domaine-là, je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais ça leur passe au-dessus, quoi, en fait. Et une fois qu'ils ont goûté, vos clients, vous avez des clients fidèles qui peuvent changer leur signalétique, l'adapter.
Une fois qu'ils ont appris, ça progresse? Alors, ouais, moi, en fait, en ce qui me concerne, mes clients, ils me rappellent. Ah tiens, on peut faire ça ici. Est-ce qu'on pourrait pas faire quelque chose là? Et on va construire ou rénover une aile, un service, et on y va. Donc ils complètent au fur et à mesure. Mais c'est pas dans la culture, en fait, hein. Il y a un défaut là-dessus. C'est-à-dire que qui décide de ça dans une entreprise, en fait? Je vais peut-être donner Oui. le micro à Jacques. Et moi, je partage exactement le même point de vue. Les architectes sont dans une complexité globale qui est folle. Les fluides, les bâtiments, est-ce que ça va être beau? Et puis nous, on doit rentrer dans une case signalétique où on a mis une provision avec des plaques toutes prêtes ou des choses rapides. On ne peut pas dire qu'ils le font tous, mais c'est globalement le cas. Le problème, c'est que dans les appels d'offres, il n'y a pas de ligne qui nomme notre métier. Vous avez vu, on l'appelle tous d'une manière différente. Donc il faudrait que dans les appels d'offres, à l'origine, il y ait une case pour notre métier. Et puis après, moi, comment je travaille, c'est forcément d'aller démarcher les gens. Et puis après, un peu de connaissance, de bouche à oreille et de notoriété. Et effectivement, comme le disait si bien Cécile, c'est des gens qui arrivent dans leur bureau et puis finalement, c'est beau. Il y a un architecte qui a fait un magnifique travail. Mais ils arrivent et c'est tout blanc et ils se disent c'est super, c'est des bureaux, mais on est où, nous, quoi? Parce que quand ils disent nous, ils parlent bien de leur boîte. Quand on parle de grosses boîtes, ils s'appellent les Michelin. Enfin, les gens s'identifient quand même à leur entreprise et sont attachés malgré tout à leur entreprise. Et donc, on intervient à ce moment-là quand ils pénètrent dans les bureaux et on nous appelle au secours en disant au secours, c'est tout blanc et on n'a rien fait pour nous. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé mon métier. Puis je vous l'ai dit, je viens de la publicité. J'ai travaillé pendant plus de 20 ans avec des clients et le constat que je faisais, c'est que quand j'allais chez eux, finalement, il ne se passait rien. Vous les rencontrez, ces gens-là, vous les découvrez par les médias, par les spots télé, par des annonces presse, par des stands. Et puis finalement, quand vous allez chez eux, il ne se passe rien, ils ne sont plus là, ils n'existent plus. C'est là qu'ils exercent leur métier, mais c'est là où ça n'existe pas. Visuellement, graphiquement, il ne se passe rien la plupart du temps. Et donc, on est appelé par ces gens-là pour dire on ne veut pas des murs blancs. Et effectivement, vous parliez de l'évolution, Cécile, avant des photos. Et maintenant, ils cherchent plus de contenu. Alors, on voit une tendance où on veut des murs de valeur, où on veut des nuages de mots. Enfin, tout le monde fait un peu la même chose parce que les agences d'agencement, de mobilier ou d'espace ont tendance à faire ça parce que c'est facile, que c'est rapide, on appelle un graphiste, ça coûte pas cher, et on y va. Et puis, on perd pas trop de temps. Et puis, faire notre métier, ça demande de l'énergie, ça demande d'aller plus loin, ça demande de s'investir, ça demande de poser les bonnes questions. Et donc, parfois, les clients n'ont pas le temps ou pas l'argent pour le faire. Et aujourd'hui, moi, de plus en plus, je suis sollicité par des DRH, par exemple, parce qu'ils ont du mal à recruter. Quand aujourd'hui, vous voulez recruter des générations de jeunes, il faut les séduire. Leur premier critère, ça va être leur N+1. Est-ce qu'il est sympa? Est-ce que je pourrais aller boire une bière avec lui le soir? Enfin, quels vont être mes collègues? Et puis le deuxième critère, c'est là où je vais travailler, quoi. Ou est-ce que le lieu où je vais travailler correspond à mes envies? Alors d'abord, l'emplacement, la situation, mais après, ce à quoi il ressemble, quoi. Est-ce que quand je pénètre dans ces locaux-là, ça va me donner envie d'y rester? Un peu comme quand je veux acheter un appartement ou louer un appartement ou réserver un hôtel quand je pars en voyage. Et aujourd'hui, moi, j'ai des DRH qui me disent on a des jeunes sur des marchés qui sont très sollicités, qui viennent pour des entretiens et ils ne font pas l'entretien. Ils arrivent, ils rentrent dans l'accueil, ils voient l'entreprise et ils repartent. Ils ne restent pas. Ils se disent moi, je ne veux pas travailler là, je veux pas de cet aquarium avec les poissons rouges parce que c'est des gens qui font des logiciels informatiques et pas des sushis. Enfin, ils ne s'identifient pas et ils ne se projettent pas là. Donc je pense que tout ce qu'on fait, et Salomé le décrivait très bien, c'est vraiment de vouloir faire exister l'entreprise à travers ces murs. Quand vous faites ça, vous faites quoi? Vous valorisez les gens qui la font, parce que qui fait l'entreprise si ce n'est les gens qui y travaillent? Donc vous renforcez leur sentiment de fierté, vous donnez du sens. Et puis, si vous vous appelez, je ne sais pas quoi, Google et que vous êtes à Amsterdam et que vous mettez des vélos et des briques rouges, ce qu'ils faisaient il y a 10 ans ou 20 ans, aujourd'hui, vous n'avez rien compris parce que vous êtes à Amsterdam. Il y a déjà dehors des vélos et des briques rouges aussi. Donc, il faut faire autre chose et il faut donner des valeurs et attaquer par des objectifs de communication. Qu'est-ce qu'on veut dire? Qu'est-ce qu'on veut exprimer? Parce qu'on ne peut pas tout dire non plus. Donc, faire des choix et puis avoir cet effet waouh quand vous rentrez en vous disant tiens, ici, c'est pas comme ailleurs. Ici, je me distingue.
Et ici, j'ai envie d'y travailler, ou ici, je suis content de rencontrer les gens qui y travaillent, quoi. Oui, le bien-être au travail, ça passe par. C'est devenu, c'est passé devant le salaire en fait dans les recrutements, c'est les Bah, premières pour moi, questions c'est pas posées. le baby-foot en tous les Oui, cas, quoi. en tout cas, oui. C'est pas la table de ping-pong ni le baby-foot, c'est taxi, super. Hein. oui. J'ai vu que Salomé elle avait fait des superbes raquettes de ping-pong. Moi, j'adore le ping-pong, j'y joue au bureau. Mais pour moi, le bien-être au travail, c'est pas ça. C'est d'abord être heureux de l'entreprise pour laquelle on travaille, du travail qu'on fait. Et si avec nos métiers, d'une manière ou d'une autre, peu importe, on arrive à valoriser un savoir-faire de l'entreprise. Chez un de mes clients, j'ai fait un jardin botanique. Je ne suis pas botaniste, donc j'ai fait appel à un botaniste, mais ça avait du sens de faire ça ici parce qu'ils mettent dans leurs produits des plantes, des huiles essentielles, et ça les différencie dans le monde entier. Et quand un client arrive, ou quand quelqu'un d'autre arrive, il se retrouve dans un univers différent. Je prends cet exemple d'extérieur, mais à l'intérieur, c'est pareil, quoi. Arriver, et moi je dis, pour simplifier, je fais la plaquette ou le site web de l'entreprise dans ses locaux, quoi. On pourrait dire je fais son annonce presse, ou je fais... et surtout pas le logo sur le paillasson où on s'essuie les pieds pas propre, parce que c'est moche de s'essuyer les pieds sur le logo, ou en partant quand on vient d'être licencié à la rigueur. Je vous propose de commencer à dérouler. On a plein de photos, comme ça on va se rendre compte des projets dont on parle. Donc on commence avec Salomé. Oui. Alors Salomé, je vais vous laisser décrire ce que l'on voit et expliquer l'approche et le brief que vous avez eu finalement pour ce projet. Alors justement, on va parler des briefs. Je vais juste rebondir un tout petit peu, mais alors moi, typiquement, je travaille avec les architectes. C'est-à-dire que j'attends pas qu'on vienne me voir. Je vais voir les architectes pour travailler avec eux, pour voir justement la gestion de l'espace, ce que eux ils vont mettre en termes de textiles, de matériaux, pour faire en sorte que tout soit cohérent et qu'on ait un rendu cohérent. Ce qui fait que finalement, moi, j'arrive. On est d'accord, ce sont des architectes d'intérieur. Oui, architecte d'intérieur. Nous, on parlait beaucoup du d'architectes DPLG, de bâtiments. okay. Ouais. Mais du coup, j'arrive avec les architectes d'intérieur et du coup, je travaille main dans la main avec eux. Et typiquement, la plupart du temps, les clients n'ont pas de demande précise. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent, ils ne savent pas ce qu'il est possible de faire. C'est surtout ça, en fait, qui est assez intéressant. En France, on est très, très en retard. C'est-à-dire que ça se fait beaucoup aux États-Unis. La culture du graphisme mural, elle est très, très présente dans les pays anglo-saxons, de plus en plus en Asie. En France, on est très en retard. On aime quand même bien nos murs très minimalistes. Donc là, typiquement, sur ce projet-là, j'avais pas tellement de brief. On avait juste 2 murs qui étaient complètement blancs. Ils savaient que c'était dans l'entrée, ils voulaient faire quelque chose, ils ne savaient pas quoi. Et les architectes ont dit, écoutez, nous, on connaît quelqu'un qui peut investir de manière un petit peu différente de ce que vous avez. Et là, en gros, donc moi, je suis allée les voir, je leur ai posé des questions sur ce qu'ils faisaient, ce qu'ils avaient envie de mettre en avant. Et du coup, on a vu ensemble, moi, j'ai pris un peu de ce qu'ils avaient déjà, c'est-à-dire qu'ils ont une identité visuelle qui est déjà présente. Donc, quand je peux, j'essaye d'utiliser ce qui est déjà présent pour les conforter dans ce qu'ils ont déjà, pour qu'on ne soit pas dans quelque chose complètement différent. Et là, le but, c'était vraiment ça. C'est-à-dire que là, on reprend les hexagones qui sont présents sur leur site depuis des années. C'est très cher à leur cœur. Donc voilà, je leur ai dit, OK, on reprend ça. Et on va mélanger un peu des matériaux. Ils avaient envie d'un peu de verdure dans les intérieurs. Et donc là, on s'est dit, OK, on va mettre un peu de bois, un peu de végétaux. On avait de la tôle, par exemple, parce que c'était vraiment des matériaux qui fait écho à ce qu'ils font. Donc voilà, on mélange un petit peu tout ça et ça permet d'avoir des choses qui sont un petit peu en 3D et d'avoir quelque chose qui vit dans l'espace commun, on va dire. Donc là, c'est un deuxième projet et puis... Ouais. Alors ça, c'est pour le campus du groupe SEB, où là, il y avait un brief qui était un petit peu justement plus clair. Encore une fois, j'ai travaillé avec les architectes et là, le but, c'était vraiment de mettre en avant. Donc, on avait les valeurs qu'ils voulaient absolument mettre en anglais. Et du coup, là, on s'est dit qu'on allait mettre en avant des produits phares de la marque, sachant que cet endroit-là est réservé à l'innovation et donc aux concepteurs. C'est-à-dire que ça, ce n'est pas un endroit qui est forcément ouvert au public. Donc ça à prendre en compte, c'est quand on crée des espaces, on s'adresse à un public en particulier. Ça peut être des visiteurs, mais ça peut aussi être des employés. Donc là, c'était le cas. C'était vraiment des employés qui agissent dans le groupe SEB au sein de quelque chose de particulier. Et donc là, en fait, alors on ne voit pas très bien sur cette image-là, mais on a des coupes techniques des produits SEB sur lesquels les employés de cet endroit ont travaillé au fur et à mesure des années. Donc là, ça leur parle vraiment, c'est des choses qu'eux, ils connaissent. Et là, c'était mettre en avant finalement ce que eux ont fait. Oui, donc les employés se reconnaissent dans la décoration. Exactement, ouais. J'avais
quand on parle aux imprimeurs de personnalisation, justement, ils disent mais oui, bien sûr, j'aimerais bien en faire, mais c'est une ligne en plus sur le devis. Et j'ai du mal à faire passer cette ligne supplémentaire, de faire appel à un designer, quel qu'il soit, d'identité, d'espace, de scénographe. Quel serait le conseil que vous pouvez leur donner, justement? Parce que c'est pas forcément qu'ils ne veulent pas aller vers la personnalisation, mais qu'ils n'arrivent pas à vendre cette ligne, souvent. Alors, vous parlez peut-être maintenant directement, mais j'ai aussi des imprimeurs qui essayent de le faire et ils n'arrivent pas à passer cette ligne sur leur devis. Quel serait le conseil? Bon, Vous Vous avez- nous appeler? Oui, Non, mais je c'est sais bien. Mais difficile. des fois, ils vendent le projet et cette personnalisation-là, c'est là où la banque d'images intervient souvent. Ouais. Après, nous, on a une devise aussi dans notre métier, c'est chacun fait son métier. Et je pense que c'est difficile pour un imprimeur de faire une ligne créa, alors qu'en fait, ça fait 15 ans qu'il est imprimeur. Comment voulez-vous que ça passe? Beaucoup intègrent quand même des compétences. Alors après, ils intègrent des compétences, mais il y a compétences et compétences. Soit c'est des graphistes, mais après, si vous faites du wallpaper, ou du papier peint, avec des grands motifs, des choses, un travail de raccord, un travail de couleur. Moi, je travaille avec beaucoup d'imprimeurs. Il y a beaucoup de graphistes en intérieur, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui vraiment travaillent le graphisme en grande largeur, en grande quantité. Faire un papier peint, c'est pas la même chose que faire des choses réduites. Donc, je pense aussi que par rapport à l'imprimeur, soit il valorise la personne qu'il a en interne, le salarié, en disant « je vous amène mon designer, mon créatif, vous allez pouvoir travailler avec lui ». Je pense que là, ça va. Mais s'il met que sa ligne, moi, je vois pas comment ça peut passer. Donc aujourd'hui, ça fonctionne plutôt dans l'autre sens. C'est vous qui trouvez Oui, les personnes Ah qui oui. vont réaliser vos projets. en oui, fait. oui. Moi, c'est Moi, pas j'ai l'imprimeur j'ai qui vécu la même chose dans la publicité. Quand on fait de la publicité il y a 30 ans, les imprimeurs de print, de papier, essayent de faire notre métier, mais Bah oui. chacun son métier, quoi. Chacun son métier. Donc ils ont leurs clients en direct. Il y a des clients à qui ça convient très bien et c'est satisfaisant. Mm. Ils font aussi de la signalétique Ah bah par oui. eux-mêmes. Moi, je ne peux pas parler trop fort. Moi, imprimeur, je l'entends, il est juste derrière la cloison. Il essaye de faire la même chose, mais pour moi, c'est pas la même chose parce qu'ils Non. n'ont pas les mêmes équipes. On n'a pas la même culture. On n'a pas la même culture. Donc, il faut qu'ils apprennent à travailler avec nous et Avec qu'il y ait un cette écosystème réciprocité, créatif. puisque Ouais, nous, on travaille avec eux, puisqu'on a besoin d'eux, quoi. ouais. Donc je dirais chacun son métier. Nous, on passe des heures à comprendre qui sont nos clients, quel Ouais. est leur métier, ou quand il y a de la signalétique associée, comprendre comment on circule dans le bâtiment, quels sont les flux qu'on veut créer, répondre à des normes de sécurité. Enfin, on y passe du temps et Ouais. de l'énergie et on essaye de convaincre les gens. Donc pour répondre à votre question, en dehors des imprimeurs et de leur donner nos tuyaux, comment on arrive à convaincre des clients qu'il faut faire ça? Quand vous construisez un immeuble qui vaut plusieurs millions d'euros, ou quand vous refaites des aménagements de bureaux et que vous avez pour 300 000 euros de mobilier de déco, je trouve qu'il est dommage de ne pas consacrer peut-être 1% ou Ouais. 5% de cette somme à exprimer des sensations, des émotions, à dire qui vous êtes, quoi. Parce que vous avez besoin dans votre entreprise de parler de vous. Et donc, moi, souvent, je dis à mes clients, vous allez faire quoi le jour de l'inauguration? Vous allez parler de l'épaisseur de la moquette, des chaises, c'est à vendre, c'est à louer, les bureaux que vous venez de construire, ou vous voulez parler de votre entreprise, de ce que vous avez amené de mieux pour que vos collaborateurs soient plus efficaces, plus opérationnels, amener de la productivité? Oui, évidemment, une fois que vous lui avez dit ça, ça devient une évidence pour lui qu'il faut faire quelque chose et pas la veille de l'inauguration de demander à la personne de la com, fais-moi des kakémonos ou récupère-moi les kakémonos qu'on a fait pour le stand, le dernier salon, mets-moi ça dans le hall. Faire quelque chose, parce qu'on va pouvoir faire avec la même somme d'argent, peut-être un peu plus, quelque chose de pérenne, quoi. Moi, en fait, Cécile, pour répondre à ta question, en fait, ça m'arrive souvent d'utiliser une phrase qui est sortie comme ça un jour quand je suis en clientèle. Moi, je ne vends pas des mètres carrés, je vends un résultat. Alors, ça ne veut rien dire en soi, mais voilà, ça veut dire qu'il y a un travail d'étude, de dialogue, de réflexion, d'échange, qui fait qu'on arrive à un résultat. Après, c'est au client aussi de savoir ce qu'il veut, quoi. Donc, c'est l'impliquer forcément dans la démarche. Je rebondis 2 petites secondes, mais il y a aussi le fait que moi, quand je vends une prestation, je leur explique aussi que c'est pour rendre l'espace à la fois attrayant, donc comme tu le disais tout à l'heure,
pour des nouvelles personnes, pour recruter, pour garder les anciens aussi, parce qu'il y a aussi cet aspect-là. Et il y a aussi le fait de rendre à la fois unique et mémorable les lieux. C'est-à-dire que des fois, il y a des visiteurs qui vont venir. Quand l'espace parle de lui-même, parle de la culture de l'entreprise, on va s'en souvenir et on va en parler. Et du coup, ça donne une bonne image de l'entreprise. Et c'est ce qui fait que du coup, l'image de l'entreprise va être vraiment, voilà, on va dire, magnifiée en quelque sorte. Et surtout, maintenant que les entreprises partagent énormément de choses sur les réseaux sociaux, ça joue aussi là-dessus. C'est-à-dire que le fait que ce soit personnalisé, les gens qui sont dans les entreprises, je vais citer LinkedIn parce que je travaille avec eux, du coup c'est eux que j'ai le plus en tête. Et en gros, eux, ils ont tout le temps des espaces qui sont vraiment uniques, mémorables, où il y a de l'interaction. Du coup, les employés vont se prendre en photo devant, vont prendre en photo les interactions, ils vont les poster. Et les gens qui ne travaillent pas chez LinkedIn se disent oh, « c'est génial, je veux travailler là-bas, je rêve d'une entreprise comme ça ». Et du coup, ça a ce côté un petit peu mémorable et l'effet wow dont on parlait tout à l'heure. C'est la suite de l'histoire du siège Google, quoi, qui a fait rêver toutes les entreprises. En fait, Exactement. En fait, on fait des logos qui sont instagrammables. Grammable. C'est ça. Je vais arriver à le dire. Il n'y a pas que ça, il y a Excusez-moi. plus que ça. Mais... On fait instagrammable. Et moi, non, mais je rejoins exactement ça. Et d'autres manières de le dire. Moi, une des satisfactions, c'est quand on a fini notre intervention, les collaborateurs qui disent est-ce qu'on peut organiser un week-end avec les familles, quoi, faire visiter l'entreprise. Donc ça, c'est un autre point de satisfaction. Et un autre point de satisfaction, c'est quand nos clients nous disent c'est vrai, parce que maintenant, quand on accueille des visiteurs extérieurs, parce qu'on a parlé pas mal des collaborateurs, mais au début, à l'origine, en tous les cas, moi, je croyais que c'était que pour les visiteurs. Et à l'usage, je me suis rendu compte que ça servait beaucoup les collaborateurs. Mais pour l'extérieur, la satisfaction, c'est quand un client arrive à un rendez-vous et au lieu de parler du Covid, de la guerre, de la grève de la SNCF, du retard du train, qu'il soit là et qu'il dise « Tiens, c'est super sympa ce que vous avez fait là », ou alors il a appris quelque chose sur l'entreprise. Et immédiatement, sans s'en rendre compte, il va s'être immergé et la personne qui va l'accueillir va gagner du temps parce qu'il est déjà dans la marque, il est déjà dans l'univers, il est déjà dans l'état d'esprit. Et il est déjà chez vous, quoi. Il est à peine arrivé, il est déjà dans l'ambiance, quoi. Je sais qu'on a des images pour illustrer. Alors j'en ai plein. Donc là, ça peut être Jacques. Voilà, je pensais à ça pour illustrer votre propos. C'est à Guétan. C'est là où on vous est. avez quoi d'autre? Chez Aguettant, on ne voit pas bien le hall d'accueil. Bon, chez Aguettant, on a fait tout le hall d'accueil. On a dessiné des mobiliers spécifiques. On est chez des gens qui font du médicament injectable. Donc chez eux, on a voulu répondre à des objectifs de communication. Ça ne se voit pas forcément là, mais si vous lisez les éléments, vous le découvrirez. D'une part, c'est une société qui est ancienne, qui est spécialisée dans le domaine de l'injectable. Donc en bas à gauche, vous avez une image où on est allé rechercher des produits qui démontrent que depuis 1880, ils font des produits qui se mettent en intramusculaire ou en intraveineuse. Donc ça positionne leur spécialité. Et puis après, on a fait ressortir des éléments différents. On a fait une vitrine sur l'innovation. Cette dame, elle est vieille, elle est de 1880, cette société. Et il fallait montrer que c'est une entreprise moderne pour séduire les nouveaux et aussi garder les anciens, donc montrer que ça innovait. Donc, et puis on a créé des parcours de visite et on est allé révéler des endroits. En haut à droite, c'est assez rigolo parce que c'est une issue de secours en fait. Ce bâtiment ressemble à des bureaux. Vous n'avez pas conscience qu'il y a 10 000 m² de surface de site de production pour fabriquer les médicaments. Et c'est une issue de secours. Et nous, on a dit, moi j'ai dit, enlevez-moi ce panneau. Je veux voir les gens qui travaillent dans la prod. Je veux voir ces espaces stériles. Alors quand je dis je veux voir, c'est prétentieux, parce qu'ils ont dit oui après. Mais je veux qu'il y ait une interaction entre ces gens-là qui ont une entrée à part, qui ont un accueil séparé, qui passent par des vestiaires, et les gens des bureaux ou les visiteurs qui viennent, qui vont prendre l'ascenseur, qu'ils aient conscience qu'ici on fabrique. C'est important, d'autant plus aujourd'hui, on en a pris conscience avec le Covid, de dire qu'on fabrique en France et qu'on ne sous-traite pas ça. Mais surtout en interne, de créer ce lien entre les gens qui sont à l'usine et qui restent dans l'inconscient des gens de l'usine et ces gens qui sont dans les bureaux, les gens qui sont assis toute la journée et qui font rien. Donc il y a cette volonté de créer du lien entre eux, quoi. Et je ne sais pas si on a d'autres images un peu... Pas d'Aguettant, mais on avait Martel pour Martel, où voilà. ça s'adresse plus aux salariés finalement qu'aux clients au départ, puisque c'était un morcellement d'entreprises qui ont été réunies. Exactement, ils sont beaucoup sur les marchés publics, donc ils n'ont pas le droit de recevoir leurs clients chez eux. Pardon. Et donc, ce n'est pas le loft de M, c'est les bureaux de Martel. Donc, ce grand M rouge,
En fait, il est juste là pour attirer l'attention, c'est leur logo. On a dessiné une banque d'accueil spécifique où on voit cette idée de la route avec cette tranchée blanche qui est leur métier d'origine des travaux publics, de faire des travaux de voirie pour enterrer des conduits et des gaines. Et au milieu de ce M, on décrit l'entreprise qui se développe énormément en rachetant successivement des entreprises. Il y a une croissance de 20% par an qui fait rêver. Ils sont 350 collaborateurs. À l'heure où je parle, ils doivent être déjà 370. Et ils rachètent beaucoup d'entreprises en amont et en aval de leur métier. Donc des gens qui ont des identités différentes, qui ont des noms d'origine d'entreprises différentes. Et il fallait leur illustrer cette stratégie du patron qui était l'idée de développer le métier en amont et en aval, ce qui n'était pas évident pour chacun. Et grâce à ces éléments de message et de communication, et puis valoriser un métier où c'est très dur d'embaucher parce qu'il fait froid l'hiver, il fait chaud l'été. Donc tous les jours, il y a 5 à 10 personnes qui démissionnent parce qu'ils se sont trompés de métier. Et il faut les recruter. Et la trace de pneus de véhicules de chantier illustrés par ce graphisme noir, elle sert à ça, à mettre en avant ce que fait leur métier, c'est-à-dire embellir finalement nos villes et notre quotidien en montrant des références emblématiques et fortes. Donc vous voyez, moi, mon sujet, c'est vraiment le contenu. Et puis après, j'utilise les talents des uns et des autres en termes de graphisme pour le rendre séduisant et attrayant. Mais à chaque fois, c'est appuyé par des éléments de discours et du storytelling. Alexandra, maintenant je me tourne un peu vers vous. Est-ce que là on a parlé beaucoup sur les espaces. Vous êtes donc, on a vu designer textile. Est-ce que c'est la même approche? Alors, on voit, nous, on a des clients qui font par exemple du web to print et qui cherchent à vendre de la personnalisation. Alors, c'est peut-être pas le cas, mais en tout cas, ils cherchent à se démarquer sur le marché et pas proposer là aussi de personnaliser, donc soit avec sa photo, mais c'est limité. Et beaucoup d'artistes et designers textiles intègrent avec des royalties à la clé. Comment est-ce que vous abordez vos clients? Pourquoi ils viennent vous chercher vous et qu'est-ce qu'ils recherchent comme ROI en fait? Puisque là, c'était un peu le cœur du sujet. Alors déjà, effectivement, je pense que c'est pas du tout la même approche parce que dans tous les discours là que j'ai entendus, personne n'a parlé de temporalité ou de tendance. Et c'est très important dans la personnalisation. La tendance va vraiment donner une problématique à la personnalisation parce que la tendance peut passer, donc la personnalisation peut aussi être obsolète à un moment donné. Donc nous, le designer textile ou le designer de surface, c'est complètement une autre problématique parce qu'on va devoir personnaliser en donnant envie à un moment donné. Donc personnaliser un intérieur, un bâtiment, il y a moins de temporalité, il va falloir que la personnalisation soit beaucoup plus longue dans la durée. Alors que nous, on travaille justement avec des marques de prêt-à-porter ou d'ameublement qui ont besoin d'une personnalisation à un moment donné, qui donne envie et qui se démarque par rapport à des centaines et des centaines de concurrents sur les mêmes tendances. Voilà. Donc nous, on va travailler beaucoup avec des briefs clients qui ont eux-mêmes des briefs de tendances et qui ont les mêmes tendances. Donc tout le monde achète ses tendances chez Carlin. Voilà, et c'est ensuite, ça, exactement. Chez Carlin. Et ensuite, il faut Et l'interpréter donc, pour voilà, dans la tendance jungle fantasque, il va falloir proposer une personnalisation, un motif différent des autres. Donc oui, c'est une autre approche. Qui correspond à l'image de la marque aussi et son style, j'imagine. Ou pas forcément. Ses clients finaux. Aux clients finaux, exactement. Exactement. Après, une marque comme Catmur, comme Leroy Merlin, a un panel de clients tellement large que je pense qu'ils peuvent balayer toutes les tendances sur une saisonnalité. Donc c'est un peu différent. Voilà, c'est un peu différent. Et voilà, là, ce qui est compliqué, la personnalisation, ça va être le client final. Il veut personnaliser son intérieur et aller trouver le plus... c'est pas forcément le plus... Tu ne trouveras pas ailleurs, en fait, mais qui est dans la tendance. Voilà, exactement. Et donc, nos clients à nous, en tant que studio de dessin, ça va être de proposer à l'acheteur, donc à la marque, un motif qui est dans la tendance, mais qui est personnalisé pour eux. Voilà. Donc c'est différent. Mais c'est vrai que
quand on parlait des imprimeurs qui n'osent pas passer le pas et qui font toujours appel à des banques d'images, en fait, je les comprends. Oui. Je les comprends parce qu'il y a une tendance générale, ils ne vont pas se planter, donc ils ne vont pas payer. Ils ne vont pas payer cette ligne parce que la tendance est du jungle, on en trouve plein sur les banques d'images. Non, mais voilà, et c'est pas leur métier. Eux, ils veulent juste donner envie et être dans la tendance. Donc voilà. Et c'est vrai que cette notion de tendance dans la personnalisation, je pense qu'elle est quand même importante, d'autant plus dans notre métier, mais aussi dans le vôtre. Et c'est vrai que vous n'en avez pas parlé, ça m'a étonnée. Parce qu'il y a des formes qui peuvent être tendances, des matériaux tendances. Un bâtiment a pu être complètement personnalisé et donner envie dans les années 70. Et aujourd'hui, c'est obsolète, il faut repersonnaliser. Donc c'est jamais fini. Vous avez ce phénomène, du coup, de tendance, la question que pose Alexandra? Moi, je la comprends tout à fait. On vient du textile, donc les Carlin et tous les... Bon, voilà, on a travaillé dans le Nord avec toute la grande distribution, donc on les connaît par cœur. On l'a moins aujourd'hui sur Nantes. C'est peut-être aussi parce qu'on a un peu plus de bouteilles et que nous, on est hors tendance. Voilà, c'est-à-dire quand il me dit, est-ce que vous êtes dans la tendance? Mais je ne sais pas ce que c'est que la tendance aujourd'hui, monsieur. Alors, vous avez des grandes tendances par rapport à l'écologie, par rapport à... Oui, le côté jungle. Des grands mais en la fait... jungle, c'est tous les ans la tendance, en fait. Oui, puis l'écolo, ça fait 10 ans qu'on en parle. Voilà, il y a tellement de manières de travailler l'écologie que nous, on leur dit, si vous venez nous chercher pour de la tendance, je pense qu'on ne va pas pouvoir travailler ensemble. Par contre, nous, on va plus travailler en fonction de vos envies, de ce que vous avez envie, qui vous êtes, qui vous voulez faire passer. Et puis, c'est vrai que nous, on a beaucoup parlé d'entreprise. Là, par exemple, c'est un projet que l'on a fait pour un salon qui s'appelle le salon Serbotel, à Nantes, qui est un très gros salon sur les métiers de bouche, puisque nous, on travaille avec des gens dans la boulangerie, dans la santé, dans les musées. Enfin, voilà, on a un panel de clients très, très différents. Et en fait, la problématique de ce salon, on a un restaurant éphémère où il y a 144 places et vous allez nous scénographier un espace où en fait qui sera démontable et réutilisable pour le prochain salon. Qu'est-ce qu'on fait? Il ne faut pas que ce soit trop lourd et trop compliqué. Et donc en fait, nous on a créé une structure en bois et c'est vrai qu'on a créé un dessin où alors Tandem est spécialisé, je sais pas, où notre marque de fabrique c'est la couleur. Nous on aime la couleur. Bon, je suis pas représentative aujourd'hui, mais on est très coloré. On fait des choses avec de la gouache. On travaille toutes les techniques de la gouache, de l'aquarelle, de l'informatique. Enfin voilà, on mélange tout. On s'amuse, on se fait plaisir. Et en fait, on avait carte blanche et à partir de là, on a imprimé, je sais pas, 18 mètres de long, je sais plus, 18 mètres de long, sur combien de large? Sur 12 mètres de large, X toiles. Bien sûr, il y avait un classement M1, écolo, enfin voilà. Et puis après, on a fait aussi un énorme travail sur la luminosité où en fait, on a fait 18 abat-jours personnalisés. Voilà. Mais là, en fait, à part qu'ils nous ont dit écolo, réutilisable, réemploi, réutilisable. Bon, ils aimaient bien ce qu'on faisait. On a eu carte blanche. Voilà. Bon. Et là, c'est un peu de la scénographie. Oui, on est designer scénographe. Voilà. Mais pour rebondir sur ce que tu dis, en fait, oui. Les clients, ils comprennent pas ce qu'on fait, en fait, la plupart du temps. Non. Donc c'est tout à fait ça. Hein. Moi, une fois, ça m'est arrivé récemment. Faites-moi confiance, s'il vous plaît. Oui. Et puis, comme il y a eu plusieurs rendez-vous, on commence à se connaître. Et puis, voilà, ok, on signe. Mais ils comprennent pas d'abord. Hein. C'est ça qui se passe. Après, nous, nos clients, on a aussi une particularité. Enfin, je ne sais pas si c'est une particularité, mais quand on est arrivé à Nantes, on était assez connus dans le Nord. On arrive à Nantes, on se dit, ah oui, au fait, quand même, on n'est pas connus, qu'est-ce qu'on va faire? On a présenté notre métier et en fait, tout le monde nous a dit, mais montrez ce que vous faites vis-à-vis des architectes intérieurs.
En fait, on a fait un showroom décoré. Et c'est vrai qu'on essaye au maximum d'amener nos clients, en particulier les architectes. Ils sont difficiles à faire bouger. Ils ne sont pas ouverts d'esprit. Je ne sais pas s'il y en a qui sont là, mais je le dis. Ils connaissent tout, ils savent tout. Et en fait, ils sont toujours débordés. Donc, en fait, les gars, ils arrivent. Mais non, je sais. Hein, moi, j'imprime aussi. Je sais quoi faire. Enfin, voilà. Bon. Donc, en fait, nous, on est là pour les bousculer. Et c'est vrai que quand ils arrivent au showroom, ils se rendent compte de toutes les possibilités que l'on peut faire pour personnaliser des espaces. Si nous, la société Tandem est là aujourd'hui, c'est en fait, moi, c'est toute une culture de l'impression, en fait, que moi, je dois apporter à mes clients. C'est-à-dire qu'à la fois, j'apporte de la création, mais j'apporte aussi toute une culture sur les supports d'impression. Parce qu'en fait, ils ne savent pas. Voilà. Il faut dire aussi que la personnalisation, elle arrive depuis une dizaine d'années. Ils ne peuvent pas être au courant de tout. Et en fait, c'est tout un travail de démarche, d'explication qu'on leur apporte, en fait, quand on travaille avec eux. Puis depuis 10 ans, les techniques et les supports se sont multipliés voilà, énormément. Donc il faut suivre, en fait. Voilà, il faut suivre. Donc si nous, on ne leur apporte pas ça, eh ben, les architectes, je pense que vous n'avez pas beaucoup de clients architectes qui viennent vous voir ici, sur le salon. Alors, on les drague, j'allais dire. Oui. En fait, on leur envoie des informations et on les cible avec nos différents magazines parce qu'on s'est rendu compte justement que cet affreux mot des donneurs d'ordre, mais en fait des architectes et des marques créaient toujours un peu la même chose parce qu'ils avaient une connaissance très précise de certaines techniques et pas d'autres. Et ensuite, ils sont passés, ils se disent bon, sérigraphie, c'est fini, je vais faire du numérique. Et on va vous prouver avec la fiche qu'en fait, faire les deux en même temps sur le même support, c'est encore mieux. Et en fait, mais ça, ils ont leur métier à côté et on les accompagne, on essaye de montrer. C'est pour ça qu'on fait des espaces de contenu, beaucoup de contenu toute l'année, pour leur dire, en fait, vous vous bridez tout seul. Alors que votre créativité, si vous voyez ce que peut faire en technique, votre créativité pourrait exploser. On a fait une conférence, c'était quand mercredi matin, sur quand le print libère l'imagination. Et en fait, vous pourrez aller voir le stand d'en face, ils ont une box où ils montrent, voilà, vous avez une machine, vous savez faire un truc avec, c'est super. Mais en fait, c'est comme votre Photoshop. Il peut faire autre chose que recadrer des photos. Et bien c'est pareil, utilisez vos machines pour débrider. Et en fait, aujourd'hui, ils ont un champ de possibles, autre expression que j'aime beaucoup, mais un champ des possibles énorme. Et en fait, on essaye justement de les faire venir. On a des designers très connus qui sont venus, ils ouvraient des yeux, ils faisaient je peux passer une porte dans une machine ? Oui. Je peux passer du cuir dans une machine ? Oui. Je peux imprimer un miroir ? Oui. Et ça tient des années. Et il y a moins de composés organiques volatiles et tout va bien en fait. Il y a des choses qui existent et juste venez voir. Mais c'est ça en fait, il faut faire tomber des cloisons, mais comme dans beaucoup de métiers. Expliquer, voilà. Et je voulais juste revenir sur le Sacré-Cœur. Le Sacré-Cœur, j'y retourne. Qui a quand même été un projet pharaonique. Et voilà. On n'est pas dans le Sacré-Cœur, mais la crypte du Sacré-Cœur. Oui, on est dans la crypte du Sacré-Cœur qui est aussi grande que le Sacré-Cœur, qui n'est pas ouverte au public. Et en fait, l'évêché de Paris, juste avant le confinement, nous avait demandé. Alors, quand je dis nous, on a travaillé avec 4 entreprises différentes sur les structures. Nous, on s'est occupé de toute la partie impression, support. Il y avait l'éclairage, enfin voilà. Bon. Et en fait, on a fait une expo avec 2500 mètres carrés de support imprimable. Juste par rapport à ça, nous, on a personnalisé, quand on parle de personnalisation, bien sûr que nous, on personnalise quand on crée des décors et quand on dessine, mais on personnalise aussi en fonction des supports. C'est-à-dire que là, on avait un scénographe qui était spécialisé dans les œuvres artistiques et plutôt religieuses. Et en fait, le scénographe a créé son expo et il nous a dit, moi je voudrais des tuiles imprimées ou des choses transparentes imprimées. J'aimerais des vitraux, parce qu'en fait dans la crypte, il n'y a aucun vitrail. Je voudrais retracer tous les vitraux. Vous allez me refaire tous les vitraux. Bon, d'accord. Alors comment on fait ? Donc là, ça a été une discussion avec l'imprimeur. Il faut connaître la technique. Là. Des choix de support, enfin voilà. Donc là, c'est un vrai travail de personnalisation par rapport au support. Et après, la dernière contrainte, qui n'était pas des moindres, bien sûr, on ne fait aucun trou dans les arches de la crypte du Sacré-Cœur, qui font 8 mètres de haut, 6 mètres de large. Bien sûr, monsieur. Bon. Comment allons-nous faire ? Voilà.
Donc là, on a travaillé aussi avec des ingénieurs pour travailler, faire des arches. Et puis, on a travaillé avec des toiles, avec des scratchs. Enfin, voilà. Donc là, ça a été aussi, c'est une autre forme de personnalisation, mais ça a été aussi Par des rapport au personnalisations. support et donc à la Par connaissance rapport au des support techniques, et à la ouais. connaissance des supports. Voilà. Salomé, tu voulais dire quelque chose, je crois. Non, bah, c'était juste par rapport au fait que, par rapport à la pédagogie. En fait, je trouve que maintenant, on a beaucoup plus un rôle de pédagogue en tant que designer, dans le sens où on doit expliquer l'intérêt de ce qu'on fait, comment ça se fait, quelles solutions on peut apporter, et ça reste important. C'est vrai que ça peut être gênant parfois parce qu'on a l'impression de toujours dire la même chose, mais au final, c'est hyper important parce que c'est ce qui permet de mettre en valeur nos métiers, les métiers des imprimeurs, les métiers des fabricants. Et du coup, pour moi, ça reste primordial et c'est une partie très importante. Et c'est aussi pour ça que je trouve que c'est bien qu'il y ait ce genre de conférences ou même Oui. sur YouTube, il y a des interviews, il y a plein de choses qui se font de plus en plus maintenant où on parle de ces métiers-là et justement mettre en lumière tout ça et montrer que justement ça existe. Et plus on montre tout ça, plus les gens savent que ça existe et maintenant peuvent de plus en plus faire appel justement à des métiers comme le nôtre. C'est vrai qu'on parlait des tendances, des réinterprétations, mais il y a tellement de métiers. On avait interviewé aussi quelqu'un qui faisait de l'illustration pour enfants, en fait, qui avait une galerie d'art. Ah Et oui. ces artistes de la galerie d'art, donc elles vendaient des œuvres uniques, donc il y a hors de question de les dupliquer sur des fauteuils. Et en fait, ces artistes qui ont dit par rapport au support, ont dit ah mais moi j'aimerais bien travailler mon œuvre sur tel support et surtout la voir en grand format. Et elle a développé une activité à la faveur du Covid quand tout le monde a refait sa maison. Ouais. Mais elle a pu personnaliser, c'est signé, c'est limité. Et là, pour revenir sur le prix d'un fichier, c'est qu'un artiste qui était peu coté au début, le lait de papier peint, on va dire, était, je dis n'importe quoi, 250 € le lait parce qu'il était personnalisé. Et il est monté en cote. Le même papier peint est passé à 500. Et donc, il y a une valorisation aussi là, de la créativité. Et je trouve que ça allait dans le bon sens. Et surtout, on a un panel de solutions pour répondre. Là, on en a ici, mais il y en a beaucoup sur le marché. Pour répondre aux demandes en personnalisation, qui est assez riche et qui fera qu'on n'aura peut-être pas la même boulangerie à New York, Paris, Londres, avec des luminaires suspendus, du bois et une odeur de pain. On est d'accord. Est-ce que vous avez des questions, des remarques? Peut-être vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'on a dit? Non? Vous êtes prêts pour l'atelier de sérigraphie alors? Eh bien écoutez, je vous avais le temps de prendre un café le temps qu'on le monte et à 15h15, ici, vous aurez 2 tables de sérigraphie et on va sérigraphier cette affiche qui a été faite par notre directeur artistique, donc Paper is not dead. Normal, vous êtes sur Semprint et je vous laisse découvrir les encres de sérigraphie qui vont arriver. Il y aura du fluo, du doré, du parfum, des paillettes et d'autres surprises. Et c'est vous qui allez passer la racle. Voilà. Et c'est une série limitée. Merci beaucoup. Merci à vous 5 pour cette conférence. Cécile. Alors cette conférence est filmée, vous pourrez la regarder en replay sur nos sites et sur YouTube. Voilà. Merci beaucoup.